Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Encore une nouvelle fois, nous avons M. Mamadou Bilossi Savané en duplex depuis Rouen, invité par le Guépard.net pour qu'il vienne nous parler de ce qu'il pense de cette transition, mais aussi la date de la transition, qu'est-ce qui justifie son silence depuis la prise du pouvoir par l'armée, tout en sachant qu'il fait partie de ceux qui ont toujours appelé les patriotes en uniforme à nous débarrasser du pouvoir d'Alpha Condé. Alors, sans tarder, nous allons nous retourner vers M. Savané. Bonjour, M. Savané. Bonjour, Makania. Comment allez-vous? Ici, ça va bien. En Normandie, aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, ça va. Bon, ce qui n'est pas le cas tout le temps en Normandie. Alors, Monsieur Savané, comme vous le savez, vous faites partie de ceux qui ont toujours appelé l'armée à prendre ses responsabilités, les patriotes en uniforme, à nous débarrasser du pouvoir d'Alpha Condé. Cela est aujourd'hui chose faite, mais les gens sont un peu intrigués par votre silence parce qu'on me demande toujours, mais que dit Monsieur Savané face à cette situation? Alors, la question vous est directement transférée. Pourquoi ce silence depuis la prise du pouvoir par les forces spéciales? Bon, alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Je suis effectivement un de ceux qui ont, depuis longtemps, appelé à chasser M. Alpha Condé du pouvoir, parce qu'à partir du moment où il falsifie la règle fondamentale qui nous fait vivre ensemble, parce que lui veut rester au pouvoir, il n'était plus qu'un usurpateur. Donc, c'est pour cette raison que j'en ai appelé très souvent aux forces patriotiques à se mobiliser pour le débarrasser de Alpha Condé. Alors, ceci étant, après, lorsque les forces patriotiques, moi je les appelle des patriotes en uniforme, ont entendu l'appel de l'immense majorité du pays et ils ont destitué Alpha Condé comme le pays dans sa grande majorité le souhaitait. Je ne me suis pas précipité devant les micros pour donner mon sentiment pour deux raisons principales. La première raison est qu'il me semble toujours que pour se précipiter devant les micros et dire ceci et cela, il faut laisser d'abord le temps à ceux qui viennent d'arriver de prendre leur marque. Ça, c'est la première raison. Donc, je voulais laisser le temps à ceux qui viennent d'arriver de prendre leur marque. Deuxième raison, c'est que, étant de ceux qui ont souvent régulièrement appelé les patriotes en uniforme à chasser Alpha Condé, je ne voulais pas apparaître, je ne veux toujours pas apparaître comme celui qui aurait donné l'ordre aux patriotes en uniforme. Ils n'ont pas exécuté d'ordre de qui que ce soit. Et ils ont eux-mêmes pensé, à mon avis à juste raison, qu'il faut se débarrasser de Alpha Condé et qu'il faut choisir leur patrie, ce que j'appelle la terre de nos ancêtres communs. Il faut qu'ils choisissent cette terre contre Alpha Condé. C'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas parce que moi je l'ai dit, mais je pense que c'est parce qu'eux-mêmes le ressentaient. Cela étant dit, je ne vais pas faire de la fausse modestie. Je suppose que les arguments que mes amis et moi-même nous avons régulièrement avancés les ont encouragés à agir dans le sens que nous, mais pas seulement nous, que tout le pays souhaitait. Donc, je ne peux pas m'en laver les mains et dire comme ça, je n'ai rien à voir là-dedans. Si j'ai quelque chose à y voir, mais ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre, ils n'ont pas exécuté mes ordres, parce que je n'ai pas d'ordre à leur donner. Voilà. Très bien. Alors, ça c'est
vous avez donné la réponse claire à ceux qui attendaient la réponse en question. Maintenant, je voulais savoir quand même ce que vous pensez de la transition et surtout des autorités de la transition. Est-ce que les actes posés sont rassurants ou pas? Alors, vous avez bien fait de parler des autorités de la transition, puisque à partir d'ici, de ce que je perçois, il y a, à mon avis, deux groupes dans cette transition. Un groupe auquel j'ajouterais le colonel Mamadi Doumbouya, qui estime qu'ils n'ont pas à conserver le pouvoir, qu'ils ont fait leur devoir de rendre le pays aux Guinéens. Et qu'à partir du moment où ils ont fait leur devoir, ils doivent laisser ceux dont la raison principale de venir en action politique est de gagner le pouvoir, de l'exercer au nom du pays. Il y a ce groupe-là, Mamadi Doumbouya et certains, dont je pense qu'ils ne veulent pas du tout conserver le pouvoir. Parce qu'ils ont une certaine idée des fonctions de l'armée. Ils savent, ils réalisent, ils ont intériorisé que l'armée elle-même ne leur appartient pas. Ils sont militaires, mais ils ne sont pas propriétaires de l'institution militaire. Et que leur position de militaire ne leur donne pas un droit automatique au pouvoir. Donc, ce groupe, encore une fois auquel j'associe le colonel Mamadi, veut assainir une certaine situation et permettre une élection apaisée. Ensuite, il y a un deuxième groupe qui, de mon point de vue, est dans l'idée que nous aussi, nous devons profiter de ce pouvoir que nous venons d'arracher. Alors, profiter dans le sens, nous aussi, nous allons nous enrichir, comme Alpha Condé, qui n'était pas militaire, s'est enrichi. Je pense que dans cette transition, il y a ces deux courants. Et les plus acharnés à faire conserver le pouvoir, ce ne sont pas forcément des militaires. Ce sont les gens qui sont liés à Alpha Condé, qui sont liés à une certaine catégorie de population. Ceux-là veulent conserver le pouvoir. Alors, sur la durée possible de la transition, une transition est par définition transitoire. Elle n'est pas définitive. Elle ne peut pas durer. Alors, est-ce que j'ai une durée idéale à fixer? Non, je n'ai pas de durée idéale à fixer, mais je pense que la transition doit être transitoire, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépasser une certaine limite. 12 mois, 13 mois, 14 mois, 15 mois, à mon avis, c'est largement suffisant pour assainir la situation. J'appelle ici assainir la situation, recenser la population, créer un fichier électoral à peu près correct, indiscutable ou difficilement contestable. Ça, à mon avis, c'est la mission principale des autorités de la transition. Mais je n'ai aucun doute, les vrais patriotes, partisans de l'État républicain de droit, triomphant du groupe qui a une vision patrimonialiste du pouvoir. C'est-à-dire, on a le pouvoir, on a les armes, on va rester au pouvoir, nous aussi, on va manger. Je pense que Mamadi Doumbouya et ses amis auront le dessus. Alors, une autre question. Vous m'avez en parlé avant l'émission.
Vous m'en avez parlé avant l'émission. Paraît-il, Amadou Damaro Camara s'activerait pour s'imposer à la tête du RPG en vue des prochaines élections. Alors, est-ce qu'il est rassurant pour vous que ces personnes qui, de toute vraisemblance, ont amassé des milliards et des milliards de nos francs guinéens, doivent compétir encore avec le risque de fausser la compétition parce qu'eux, ils se serviront de l'argent public volé dans les caisses de l'État? Alors, j'ai deux éléments de réponse à apporter à cette question. Le premier élément, c'est que le CNRD, à mon avis, risque de se tromper, mais je pense qu'ils vont rectifier le tir. C'est-à-dire, dès l'instant où ils ont chassé Alpha Condé, à mon avis, tous ceux qui sont liés à Alpha Condé, d'abord à commencer par Alpha Condé, et tous ceux qui lui sont liés ont effectivement pillé le pays, emprisonné arbitrairement beaucoup de Guinéens, torturé beaucoup de Guinéens. Il aurait fallu non pas les mettre en résidence dite surveillée, on ne surveille rien du tout. Il faut encore une fois, j'insiste, les mettre en prison. Non pas que je suis un fanatique de l'emprisonnement, mais dans n'importe quelle situation, un grand délinquant, par exemple, vous venez de citer Amadou Damaro Camara, c'est un grand délinquant, et il n'est pas le seul. Si vous le laissez en liberté, même surveillé, en raison de la fortune immense qu'il a accumulée, et dans une population pauvre, il va non seulement corrompre les témoins possibles de ces exactions, mais il va intimider aussi les victimes. Donc, même si vous le traduisez en justice plus tard, de toute façon, il viendra en vainqueur, parce qu'il a déjà intimidé les victimes et corrompu les témoins. Donc, il faut le mettre en situation de ne pas pouvoir le faire, c'est-à-dire le mettre en prison. Je n'ai pas d'hostilité particulière contre lui, et ce que j'ai dit là pour Damaro Camara, il est valable pour tous les autres. Il faut les mettre en prison. Là est leur place. Il ne faudrait pas dire que, ah bon, c'est l'unité nationale. Mais l'unité nationale, ne pas faire la chasse aux sorcières, ne signifie pas qu'il faut laisser les délinquants, les criminels en liberté. Combien de personnes ont-elles été tuées directement ou sur ordre de M. Damaro Camara? Il y en a des dizaines. Chacun sait où ils sont. Deuxièmement, les pillages qu'ils ont infligés à ce pays. Si vous les laissez en liberté comme ils sont maintenant, mais autant les prendre et les réinstaller là où ils étaient. Alors, parce qu'ils vont acheter les pauvres populations, c'est-à-dire acheter le pouvoir. Et ils ne manqueront pas de le faire parce qu'ils sont déterminés à conserver tout ce qu'ils ont pris aux dépens du pays. Donc leur place, tous, sans exception, y compris M. Alpha Condé, leur place c'est en prison, pas ailleurs. Tant qu'ils ne sont pas jugés, ils doivent rester en prison pour protéger la bonne administration de la justice. Voilà. Alors, juste une précision. Ils sont juste interdits de sortir du territoire, mais ils ne sont pas en résidence surveillée, ils sont en liberté totale. Donc, ce qui est quand même un peu plus... Bon, ce qui paraît un peu inquiétant, sachant tout ce que ces gens-là ont fait, c'est à ciel ouvert. Les preuves de leur pillage de deniers publics sont à ciel ouvert. On sait ce qu'ils ont fait. Donc, qu'ils restent comme ça
se promener. En tout cas, c'est une faveur que les Guinéens lambda n'ont pas eu quand ils avaient affaire avec la justice. Bon, Monsieur Savané, notre troisième question concerne ces Guinéens de l'extérieur venant des États-Unis, de l'Europe, qui sont allés s'autoproclamer représentants des Guinéens de l'extérieur pour que s'il y a un poste qui nous est destiné, que ça tombe en leurs mains. Qu'est-ce que pouvez-vous dire sur ces personnes? Alors, je ne veux pas parler des personnes individuellement. Chacun sait quelle est ma position à l'égard de ceux qui, par exemple, sévissent dans le 93, passent en Belgique, trompent des jeunes là-bas en disant « Bon, c'est moi qui serai Premier ministre, donnez-moi votre... » Si, ça existe, je les connais. Je connais la personne, je sais que cette personne se promène partout, elle est même peut-être à Conakry, disant, trompant les jeunes gens en disant, bon, voilà, c'est moi qui serai Premier ministre, et donnez-moi vos coordonnées, toi qui seras directeur de cabinet, toi qui seras, etc. Alors, ce que je veux dire ici, ni en France, ni en Europe, ni aux États-Unis, il n'y a pas de représentants des Guinéens de l'extérieur. Il y a des Guinéens à l'extérieur. Je suis en France, en Europe. Vous, monsieur Macaner, vous êtes ici en France, mais vous n'avez donné mandat à personne de parler en votre nom. Tous ceux qui se sont présentés venant de la France, venant de la Belgique, venant des États-Unis comme prétendus représentants des Guinéens, ce sont des imposteurs. Vous m'entendez? Ce sont des imposteurs. Ils ne représentent aucun Guinéen. Ils ne représentent que eux-mêmes. Et bon, certains d'entre eux, je comprends leur situation parce qu'ils sont dans des situations matérielles assez compliquées ici. Et ils pensent pouvoir, à la faveur de ce changement, entrer en Guinée et faire comme ceux qui sont allés avec Alpha Condé. Autrement dit, ils ont vu ceux qui traînaient dans le 93 ici, à Sarcelles et ailleurs, et entrer en Guinée, devenir des multimillionnaires sans rien faire, sans aucune formation, sans aucun niveau. Alors, eux se disent, mais moi, j'ai ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait qu'un peut profiter du pays et pas moi? Je crois que c'est dans cet esprit-là que beaucoup de Guinéens sont rentrés en Guinée à la faveur de ce changement pour dire qu'ils sont représentants des Guinéens. Il n'y a pas de représentation des Guinéens de l'extérieur. Ça n'existe pas. Il y a des individus. Ils ne représentent que eux-mêmes. Donc le CNRD fait mieux d'être vigilant et si elle a besoin de renseignements, il y a des Guinéens ici en France, en Belgique, aux États-Unis qui sont bien informés, qui sont bien installés, qui savent qui est qui. Il ne faudrait pas tomber dans la situation de Dadis où il s'installe et puis il arrive les Guinéens de partout qui disent bon, moi j'étais à Harvard, moi j'étais à la Sorbonne, alors qu'ils n'avaient aucun niveau. Et Dadis se laisse prendre. Résultat, certains d'entre eux sont en prison aujourd'hui aux États-Unis. Bon. D'autres ici se cachent. Donc il n'y a pas de représentants des Guinéens de l'extérieur. Ça n'existe pas. C'est une imposture. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, il n'y a aucune structure qui fédère tous les Guinéens de l'extérieur. Et puis ceux qui disent, bon, nous sommes les membres des associations, écoutez, les associations n'ont pas vocation à représenter les Guinéens de l'extérieur. Les associations ne s'occupent que des membres de leurs associations. Ça ne veut pas dire qu'un Guinéen qui n'est pas membre d'une association perd
comment dirais sa nationalité, perd tous les attributs liés à sa nationalité. Parce que dès qu'il y a un problème en Occident, on dit oui, les associations n'ont qu'à se réunir pour désigner les représentants. Mais ceux qui ne sont pas dans ces associations ne sont pas des Guinéens. Il y a la liberté de s'associer, de ne pas s'associer. Pourquoi exclure ceux qui ne se sont pas, qui ont utilisé leur droit de ne pas s'associer? C'est quand même bizarre à mon sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, alors, effectivement, tu fais bien de préciser. Les Guinéens qui sont dans des associations, ici, en France, là, mais pas seulement en France, d'ailleurs, dans le monde occidental, la liberté de créer une association ou de ne pas en créer est absolument totale. Il suffit de déclarer l'objet de votre association. Évidemment, il faut que l'objet soit légal, compatible avec les lois du pays. C'est tout. C'est tout. On ne vous demandera pas un centime, rien. Alors, je connais beaucoup de Guinéens ici qui sont présidents de 1001 associations. Ils se mettent devant un micro, ils sont présidents de ceci, vice-présidents de cela, présidents de ceci, et dès qu'on parle des associations de la Guinée, ils se présentent comme représentants d'associations. Mais une association ne représente pas un pays. Mais pas du tout. Une association, ce sont des gens qui ont certains intérêts privés communs. Ça peut être sportif, par exemple. Oui. Ça peut être culturel, qui se réunissent. Mais ils ne représentent que eux-mêmes. Ils ne peuvent pas parler au nom du pays. Ils ne peuvent pas parler au nom du groupe de gens qui ne sont pas dans leur association. Donc, encore une fois, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'association, par exemple, en France, dans lequel tous les Guinéens seraient représentés. Il n'y a pas d'organisation pour laquelle tous les Guinéens pourraient voter, désigner les membres. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est des imposteurs. Voilà. Ça, je pense que M. Savané est clair sur ce point. Maintenant, quel est votre dernier mot, parce que nous arrivons au terme de notre entretien? Alors, le dernier mot en 2 points. Le premier point, c'est plus une observation. Parce que, personnellement, je pense ne pas être seul, nous sommes dans une attente inquiète, bienveillante. C'est-à-dire, il y a trop de consultations. On va rendre visite à Pierre, on va rendre visite à Paul, on reçoit Pierre, Paul, on reçoit les partis, même les partis qui n'ont qu'un seul cible. Dans la situation dans laquelle nous sommes, si je prends les partis politiques, ce sont les partis politiques représentatifs avec lesquels on doit discuter. Oui. On ne peut pas discuter de la situation du pays avec des individus qui ne représentent que eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on a un sigle qu'on a baptisé parti politique. Je connais des centaines de partis politiques en Guinée. Ce ne sont que des sigles qui ne représentent rien du tout. On ne discute qu'avec des groupes ou des partis dont on sait qu'ils ont la capacité de prendre en main les destinées du pays, de réunir autour d'eux des compétences dans l'ensemble du pays et conduire le changement que nous souhaitons. Ce n'est pas n'importe quel parti politique. Alors, le fait qu'il y a des petits partis, la question, ce n'est pas le nombre de partis. Ceux qui disent qu'il faut supprimer quel parti, il faut faire deux partis, ça c'est du n'importe quoi, c'est des sornettes. Il y a la liberté de créer ce parti. Mais un parti légal n'est pas forcément un parti représentatif. Tout à fait. Alors, un parti représentatif, brièvement, c'est un parti dont on sait qu'il est installé partout. Dont on sait qu'il a la capacité de mobiliser une bonne partie du pays. Un parti dont on sait qu'il a une expérience, qu'il a un siège connu et reconnu.
qu'il est capable de diriger un pays. C'est ça, un parti représentatif. C'est pas. Mais ça veut dire aussi que les partis que je crois non représentatifs, qui sont à peu près 99% des partis, ont le droit d'exister. Ce sont des partis légaux. Mais ils peuvent continuer leur action jusqu'à atteindre un certain niveau de représentativité. Mais tant qu'ils n'ont pas atteint ce niveau de représentativité, on ne peut pas les mettre sur le même pied que, par exemple, l'UFDG ou l'UFR ou le RTG. Voilà des partis représentatifs. Les autres, ce sont des sigles qui sont devenus presque des sigles commerciaux. Parce que celui qui obtient une autorisation, en fait, c'est ce papier-là qu'il va montrer à un dirigeant de parti. Bon, voilà, j'ai un parti. Si tu veux, tu me donnes de l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela pour toi. C'est comme ça que beaucoup d'ailleurs se sont institués partis politiques. Donc il faut laisser toutes ces consultations, ce sont des consultations qui ne rapportent strictement à rien du point de vue des idées. Donc ça c'est ma première remarque. Il faut se limiter à des organisations réellement représentatives, on les connaît. Deuxième remarque que je vais faire, et j'en ai fini, c'est qu'il ne faut pas que... je les mets en garde. Il ne faut pas créer une sorte de guerre froide, limitée, circonscrite à notre territoire. C'est-à-dire être arrogant avec tel pays ou telle organisation, parce que si tel pays s'en va, il y a d'autres pays qui vont venir. Ces autres pays, il y a d'autres pays qui vont venir, mais ce sont des pays qui ont transformé une partie de leur armée en une sorte de mercenaires officiels presque. C'est des mercenaires officiels. Il existe, il y a des compagnies minières, des compagnies de sécurité, des compagnies militaires. Chacun d'entre vous sait que ce pays existe. Si par imprudence ou par ignorance, Mamadi Doumbouya ou d'autres mettaient le doigt dans cet engrenage, ces militaires privés viendront semer le chaos total et assurer la sécurité juste dans les régions minières. Parce que lorsqu'il y a une insécurité généralisée dans un pays, que l'exploitation minière presque gratuite deviendra possible pour les grandes compagnies. Alors, je les mets en garde. Il ne faut pas être arrogant avec n'importe quel pays, même le plus petit. Même la CEDEAO, il faut leur parler respectueusement. Il ne faut pas dire, ah nous on s'en fout, nous on n'a pas d'argent, nous on n'a pas de compte. Mais ça c'est quelle façon de parler ça? On ne peut pas, un responsable ne s'exprime pas de cette façon. Si les membres de la CEDEAO veulent venir en Guinée, mais dites-leur, vous venez en Guinée, vous êtes chez vous, vous les écoutez et vous faites ce que vous pensez être bien. Mais en sachant que, encore une fois, la transition, c'est la transition. Ce n'est pas la permanence. Ce n'est pas une transition illimitée. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Bon, alors, en tout cas, M. Savané a été très clair dans ses prises de position, comme d'habitude. Alors, M. Savané, nous n'allons pas vous laisser tranquille pendant très longtemps. Certainement, sous peu de temps, nous aurons besoin de votre service une nouvelle fois. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité et à très bientôt. Allez, merci. Au revoir.